Salut à tous, aujourd'hui on est là pour du Codex Tyrannide et je suis avec Aimé que vous devez connaître parce que c'est la joueuse Tyrannide la plus connue de France. Sans doute, peut-être. Alors qu'est-ce que t'as fait comme super chaîne YouTube? T'as fait Creative Wargames, ça je sais. Qui d'autre? Ouais, j'ai fait FWS, Ouais. j'ai fait les Nuts. Les notes, t'as Bottom Nuts. Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. Et ben en tout cas t'as fait Iggy TV, enfin tu fais Iggy Et TV ben, en voilà. même temps, donc voilà, bravo, je me suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait fait autant de chaînes différentes en France, donc voilà, Ouais, ça c'est l'esprit ruche, hein, tout de suite on le voit. partout. Donc bien sûr, vous vous en doutez, on est là pour parler Tyrannide. Alors on va pas du tout apporter le côté jeu en fait, on va vraiment parler du côté fluff historique, ce qui nous branche dans les Tyrannides, notre façon de voir le fluff, ce qu'il est, ce qu'il était, on va dire un petit peu si le codex nous plaît ou pas vis-à-vis du fluff. Et puis surtout on va vous présenter aussi les choses, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous voulez vous renseigner sur les Tyrannides, et ben je pense que vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes expérimenté, que vous avez envie de vous casser la tête un petit peu sur des théories un petit peu fumeuses comme j'ai l'habitude, moi je suis assez chaud aussi. Toi ça fait combien de temps que tu joues Tyrannide d'ailleurs? Alors, j'ai dû commencer en 2018, donc ça fait pas si longtemps que ça finalement. Ah, je pensais que ça faisait des non, éternités. non. Bah ouais, les gens connaissent maintenant Tyrannide, mais j'ai joué Orc avant. Et pour ceux qui m'ont connu il y a longtemps, je jouais Drukhari, je jouais Necron aussi. Voilà. Alors Eldar Noir à l'époque. Ouais, les Eldar Noirs, exactement. Et Tyrannide, c'est assez récent finalement, c'est au milieu de la V8 où j'ai découvert le codex. Pas que je le découvre, mais je trouvais ce codex hyper intéressant à jouer. Et je me suis lancé là-dedans, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal après à rejouer d'autres armées, parce que j'aimais beaucoup le gameplay, j'aimais beaucoup les filles, et puis aujourd'hui j'ai accumulé une certaine quantité de biomasse. Ouais, faut le dire comme ça, une bonne quantité de biomasse. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est une armée que j'aime beaucoup, tant l'aspect peinture, que l'aspect fluff, que l'aspect jeu. Voilà. Conversion aussi, on peut faire un petit peu de conversion avec les Tyrannides. Ouais, alors ça, même moi si je suis comme c'est du fan, biologique, c'est plus dur. Pour le coup, je suis moins fan, mais déjà parce que je n'ai pas de talent particulier à ce niveau-là. Mais disons que c'est plus facile de convertir de la Death Guard avec de la green stuff qu'on picole. Ah bah ça, la Death Guard, tous ceux qui commencent la conversion en général, c'est Death Guard. Ouais. Mais Tyrannide, tu vois, tu mets 2-3 tentacules, tu colles plein de griffes un peu partout, tu fais une sorte d'araignée, puis c'est pas passé. Ouais, voilà. Par contre, j'aime bien avoir toutes les variantes possibles. J'ai quelque chose sur le 14 princes avec des variantes différentes d'armes. Voilà. Mais je convertis peu. En tout cas, le Tyrannide. 14 princes, alors s'il y en a qui ont plus de princes. Attends, ils sont tous peints en plus, tes princes. Oui, ils sont tous peints. Il y en a qui est en train d'être peint là, mais. Alors on va dire 13 ennemis. Alors si vous avez plus que 13 ennemis princes, mettez-le en commentaire parce que je pense qu'on est dans le top record. Eh bah, les Tyrannides, donc c'est une race Xénos, forcément, c'est pas des humains, donc qui viennent pas de la galaxie qu'on connaît, en fait, ils ont été attirés, je sais pas si on peut faire du spoil, parce que pour le coup ça fait partie du fluff, mais peut-être que les gens ne le savent pas, et à la limite, je les invite à couper les 30 secondes qui vont suivre pour ne pas être spoliés, mais en fait les Tyrannides ont été attirés pendant les Résidorus par la balise Pharos. Et c'est ça qui a en fait les Tyrannides ont aperçu cette halo lumineux. Ouais, cette balise. Et en fait, ils ont commencé leur lente. C'est vrai que les Tyrannides n'ont pas de technologie warp, donc en fait, ils bougent vraiment. Ils font un très lent voyage vers notre galaxie, et ils sont arrivés quelques millénaires plus tard dans la galaxie, principalement avec Behemoth, on le verra. Mais a priori, il y aurait eu quelques petites incursions. On verra ça un petit peu. Je l'ai noté aussi, moi. Je l'ai noté aussi. M35. Voilà, on l'a noté. En tout cas, ça viendrait de là. Donc en fait, les Tyrannides, c'est une faction dont leur arrivée est visiblement motivée par l'envie de bouffer, parce qu'ils sont là pour bouffer. Et ça, j'ai un truc que j'aime beaucoup justement dans les Tyrannides, c'est cet aspect complètement en dehors de l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut pas discuter avec les Tyrannides, c'est soit on se les bouffer, soit on les tue en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de pas rentrer dans un espèce de... moi je te dis, je joue à un jeu, le but c'est vraiment de se déconnecter de l'espace vrai dans lequel on réel, vit. Et essayer de vraiment sortir la tête. Et j'aime beaucoup cet aspect de se dire qu'on n'est qu'un immense buffet pour eux et qu'ils viennent bouffer. C'est un truc qui me... C'est intéressant, c'est même que l'humanité, elle est au même niveau qu'un amibe ou que n'importe quelle autre espèce. En fait, il n'y a pas de l'humanité c'est une grande menace ou quoi que ce soit. Pour eux, il y a de la biomasse.
Il y a des choses qui sont pas de la biomasse, typiquement des nécrons, donc ça va être problématique. Le chaos, les démons, parce que ça, ils peuvent pas l'assimiler non plus, donc ça, c'est problématique. Mais tout le reste, que ce soit orques, taux, les squats, n'importe quoi, c'est de la bouffe. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que tu l'as bien noté aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une espèce qui vient d'une autre galaxie. Et c'est la seule espèce exogalactique qu'on connaît a priori à l'heure actuelle. Ouais, et puis du coup, il y a un aspect qui est assez inconnu, et qui est d'ailleurs, il y a toujours des grands mystères dans 44 pour leur permettre de lancer un arc narratif dans quelques années, par exemple. Je pense au décret Terminus, tout ça pour les GK. Mais les ça fait 20 ans qu'on attend la suite, ouais, bien sûr. Exactement. Et en fait, on sait jamais, on y arrivera peut-être un jour. Ou les 2 légions Space Marine qui ont été érases, finalement, on sait pas pourquoi. Voilà, les tyrannides, on ne sait pas pourquoi ils viennent, enfin, on sait pourquoi ils viennent, ils ont été attirés par quelque chose, mais on ne sait pas s'ils viennent parce qu'on est la 3e, 4e galaxie à subir leur déprédation, ou si finalement ils fuient un truc, et dans ce cas-là, il y a assez matière à s'inquiéter du dit truc, pour le coup. Mais donc ça, on va en reparler tout à l'heure, on va reparler un petit peu plus théorie. Là, tu brûles un peu les étapes. Mais ouais, ça, on va en reparler parce que du coup, je pense que c'est l'aspect un peu sympa qu'on peut rapporter justement, nous deux, c'est d'avoir des théories sur le fluff. Parce qu'il y a le côté raconter ce qui existe, raconter comment les auteurs Games Workshop nous pondent en fait leur fluff. Et puis après, il y a ce qu'on peut en faire et comment on peut se l'approprier. Et moi, j'avoue que c'est là où je prends un petit peu de plaisir, c'est m'approprier un peu le fluff et faire des hypothèses, des théories, en discuter avec vous en commentaire et tout. Donc, on se garde ça pour la fin là. Pour l'instant, on présente la faction globalement. Mais ouais, donc voilà, les tyrannides en fait ils sont déclinés en plusieurs flottes-ruches. En fait, faut bien comprendre que donc c'est des insectes en fait, un peu comme ce serait des colonies de fourmis ou des colonies de criquets plutôt. Voilà, de criquets ou de sauterelles ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, il y a plusieurs flottes-ruches. En fait, il y a des flottes-ruches majeures qui vont attaquer finalement l'Imperium. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont majeures, parce que c'est celles qui ont laissé réellement des traces dans. Le narrateur de Warhammer est quand même basé sur un humain, donc on retrouve quand même une certaine prépondérance des flottes-ruches qui ont attaqué l'Imperium. Et en fait, ça a commencé donc avec Behemoth, puis Kraken, puis aujourd'hui Léviathan, et donc on est en plein dedans. Et on a des flottes-ruches un peu mineures, en tout cas dans l'arc narratif qui sont mineures. On pense à Hydra, Gorgon, Chronos par exemple. Tiamat, qui est mes préférés. Ouais, voilà. Et voilà. Donc en fait, même si c'est un super organisme, les tyrannides sont contrôlés par l'esprit de la ruche, qui est en fait l'espèce de conscience collective des bestioles. Mais finalement, on retrouve quand même une certaine variété dans l'armée, pour pouvoir, que ce soit en termes de peinture ou rien qu'en termes de jeu. On le voit dans le jeu, mais on voit que les flottes-ruches ne sont pas juste des insectes qui vont tout droit et qui bouffent tout. Il y a quand même des sortes de spécialisations. Et donc ça, c'est plutôt sympa de pas juste avoir un truc, c'est violet et puis ça avance, et voilà, il n'y a pas du tout de. Oui, des spécificités, hein. Voilà, un peu comme les chapitres ou les mondes 7 ou les vaisseaux mondes. À chaque fois, il y a les flottes-ruches différentes qui ont leur propre spécificité. Mais je reviendrai dessus aussi moi un petit peu tout à l'heure aussi, parce que c'est une des parties où on peut discuter justement là-dessus en fait, qui donne des hypothèses. Donc après, voilà, donc les tyrannides, après, particularité aussi, c'est qu'ils sont 100% biologiques, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucune machine, que ce soit les vaisseaux de transport, les vaisseaux spatiaux, évidemment, les modules d'atterrissage, les munitions, tout est 100% organique, biologique. Et oui, c'est ce que tous les deux on a bien aimé en fait dans le codex, c'est qu'il y a quand même une grande part sur l'arsenal vivant, donc justement expliquer, rentrer un petit peu en détail sur comment sont tel type de munitions. Donc on a les munitions fouisseuses avec des vers qui viennent rentrer, qui viennent vous manger de l'intérieur. On a tout ce qui est énergie cinétique avec des grandes piques qui vous transpercent, du venin évidemment, des poisons, des acides. Il y a même du bioplasma. Ils sont capables de générer en fait une sorte de plasma. Donc ça c'est assez mis en avant, c'était un petit peu moins mis en avant dans les précédentes versions, donc on est plutôt gagnant là-dessus. Ça c'est très cool, parce que c'est vrai moi j'ai mis beaucoup de temps à imaginer le tir des tyrannides par exemple, parce que autant un bolter, un fusil laser, on peut assez facilement s'imaginer un peu à quoi ça ressemble. Bon, par contre un tir de dévoreur ou d'étrangleur, on se dit ça fait quoi? Et en fait c'est vachement cool, parce que dans le codex il nous explique qu'en fait le dévoreur par exemple c'est des sortes de nids avec des insectes dedans qui sont propulsés et qui vont bouffer la chair des gens en fait. Et on a donc, comme tu disais, des armes qui sont plutôt
basé sur des insectes qui sont propulsés et qui vont finir par bouffer la personne, ou à l'inverse des dards ou des choses comme ça. C'est très cool. Il y a aussi, bon ça c'est un peu plus simple à imaginer, mais les armes de corps à corps aussi. Oui, voilà, c'est des pas griffes, des simplement, pinces. voilà, notamment les épées d'os. Moi j'aime beaucoup les épées d'os, même si c'est un peu un anthropomorphisme, on pourrait, parce que ça fait très épée humaine quand même. Ouais. Mais c'est assez cool de voir que c'est quand même quelque chose qui est vivant en fait. L'épée elle est vivante. Et c'est bien, tout ça c'est expliqué. Je trouve que c'est plutôt cool d'avoir intégré ça dans le codex, parce que dans les codex précédents, il y a quand même c'était un peu plus large. Ouais, c'était beaucoup plus succinct. Donc ça, je trouve ça cool d'avoir rajouté ça dans le codex V9 justement. Et après, j'aime bien parce qu'ils font aussi la différence entre ce qui fait vraiment partie de la créature, typiquement une griffe qui fait partie intégrante d'une seule créature, qui est sa peau, sa griffe, etc. Et les armes qui sont greffées de façon symbiote en fait, c'est-à-dire que, eh bien, typiquement un canon empaleur, c'est une autre créature, donc qui a été élevée et qui est venue en fait chirurgicalement être greffée. Donc là aussi, on peut imaginer comment c'est fait. Et c'est intéressant parce que, en fait, on aurait pu imaginer que typiquement, c'était la créature qui évoluait, en fait, son bras se transformait plus ou moins en canon. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment une sous-espèce tyrannide qui est greffée à une autre, et par une symbiose, en fait, comme ça, ils peuvent vivre ensemble. Il y en a un qui profite de l'énergie, l'autre qui peut profiter justement de sa puissance létale, et ainsi de suite. L'exemple parfait, c'est l'exocrine, qui est l'espèce de bête d'artillerie un petit peu générique, qui lance du plasma, du bioplasma justement. En fait, il faut savoir que ce qui contrôle la créature, c'est pas la tête de la figurine, c'est le canon en fait. Et ça, c'est très cool parce qu'on se dit, c'est pas du tout comme on aurait pu l'imaginer. Et en fait, voilà, les tyrannides sont vraiment que des bestioles. Même les armes sont des propres bestioles, donc c'est vachement cool. En tout cas, moi, si on aime les bestioles, ouais, carrément. C'est ça. Moi, j'aime bien les petites bestioles, donc du coup. Bon, on a vu ton tyrannide de derrière, ton tyrannide terrestre derrière là. Si vous voyez pas, vous zoomez, il y a un petit T-Rex aussi là. Ce qui est intéressant de voir maintenant avec les tyrannides, c'est pourquoi ils se battent en fait. Contrairement à d'autres factions où c'est la prise de territoire, la plupart du temps, ou des fois justement l'acquisition de ressources, eux ils sont 100% dans l'acquisition de ressources, à tel point qu'ils vont acquérir 100% des ressources qu'ils peuvent utiliser sur une planète, et après ils vont complètement délaisser la planète. Donc on va vous expliquer un petit peu le processus en fait d'une invasion tyrannide. Et donc du coup au début les invasions tyrannides sont souvent assez discrètes. Il y a souvent des organismes un peu infiltrateurs qu'on appelle, avec les lictors par exemple, des génestealers. On peut faire le lien avec les cultes génestealers qui parfois sont déjà sur la planète depuis plusieurs générations et donc vont déstabiliser le monde pour faciliter l'invasion. D'ailleurs, dans le livre, c'est indiqué que l'Imperium se demande si les génésectes, donc les sectes des cultistes, ne feraient pas des signaux pour que les flottes russes aillent prioritairement vers ces c'est plus que se demander, hein. C'est clairement établi que c'est des balises psychiques et les tyrannides sont attirés par les mondes qui sont prêts à être assimilés parce que justement il y a beaucoup de déstabilisation interne en fait. Yes. Et donc du coup l'invasion commence de manière assez furtive où en fait le but des lictors c'est de prendre un petit peu de l'information pour permettre à l'esprit de la ruche de finalement savoir quel genre d'organisme envoyer au moment de l'attaque principale. D'ailleurs c'est un truc qui m'a toujours un peu surpris, c'est pourquoi les lictors ne sont pas synapses du coup. C'est assez curieux, mais bon bref, en jeu ça serait un avantage, mais en termes de fluff c'est assez curieux, parce qu'ils sont censés faire le lien, donc c'est assez curieux. Donc voilà, ça c'est l'invasion un petit peu, le renseignement tyrannide on va dire, voilà. Après il y a forcément l'invasion proprement dite, donc souvent ça commence par forcément ça vient d'un vaisseau ruche, donc on a des organismes type tyrannocyte, donc c'est une sorte de couilles volantes ce qu'on appelle, qui vont être largués des vaisseaux russes pour tomber sur la planète, pour en fait amener les créatures des tyrannides pour commencer l'invasion. Et souvent ça commence par des essaims de Gaunt pour épuiser finalement un petit peu les munitions, tout simplement commencer à attaquer un petit peu et en même temps continuer à prendre du renseignement, parce que les tyrannides, il faut bien voir que en fait une invasion tyrannide elle peut perdre 20 000 soldats, enfin 20 000 Gaunt dès le début. Si à la fin ça se traduit par une victoire, en fait si la flotte russe avait par exemple je sais pas, on va prendre un exemple très précis et très caricatural, elle avait par exemple 15 tonnes de biomasse à l'arrivée, au début. Elle en perd par exemple 13, mais en fait à la fin, elle repart avec 18 par exemple, parce qu'elle aura
récupérer toute la biomasse qui a été détruite, mais elle aura aussi gagné la biomasse présente sur la planète. Et donc c'est pour ça que les tyrannides c'est très dangereux, parce que plus on leur donne des victoires, plus ils se renforcent finalement. Il n'y a pas cette notion de victoire à la Pyrrhus un petit peu en tyrannide, c'est soit on gagne et on les a détruits et tant mieux, soit on perd et en fait on a perdu. Mais c'est que peu importe le coût en fait de l'invasion, forcément ce sera rentabilisé si c'est gagné. C'est ça. Donc autant tout mettre et voilà. Quoi qu'après on peut quand même le nuancer, parce qu'il y a quand même un moment où si la flotte russe détecte qu'elle va perdre, elle va quand même battre en retraite pour essayer de se renforcer et regratter pour revenir, comme toutes les petites infestations classiques. D'ailleurs c'est expliqué dans le codex qu'il y a certaines flottes russes qui ont perdu, et en fait les organismes deviennent, entre guillemets, restent sur la planète et se cachent en fait, pour essayer de gratter un petit peu de miettes de flotte russe pour se reconstituer au fur et à mesure. Mais voilà, en fait, le tyrannide, c'est très binaire. C'est soit on gagne, soit on perd, mais il n'y a pas de petite victoire ou de petite défaite. Il n'y a pas de négociation, quoi qu'il arrive, si on mange tout de toute façon. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le codex, c'est qu'ils nous mettent donc cette première phase, enfin cette deuxième phase plutôt, avec tous les gones qui sont largués par masse. Et en fait, ce qu'ils disent aussi, c'est que l'intérêt, c'est qu'ils vont regrouper en fait le bétail, donc la population. Parce que forcément, eh bien, si votre ville est attaquée, vous allez vous regrouper derrière les grosses armures, derrière les gros tanks, derrière les palissades, etc. Mais en fait, au final, les tyrannides s'en fichent. Ils savent qu'au final, ils vont vous débusquer. Et c'est beaucoup plus simple en fait de regrouper tout le monde. Et j'ai bien aimé ce côté assez logique de, voilà, on regroupe tout le monde ensemble, première étape, et puis deuxième étape, on envoie après tout le monde, on dégomme tout, et puis on mange tout. Ouais. Après, la partie intermédiaire d'une invasion de flotte russe, en fait, ça dépend finalement, comme on disait, en fait, les organismes tyrannides ont des rôles. C'est-à-dire que si on s'attaque à un monde qui est par exemple beaucoup trop défendu, bah en fait l'esprit de la ruche va plutôt s'orienter vers des attaques souterraines, avec des trigons, des malocs, ce genre de choses, des raveners. A l'inverse, s'il faut l'impact brutal de Carnifex, ce sera des Carnifex. Donc ça, on va dire que la bataille se joue en fait un petit peu comme dans Warhammer. C'est vous amenez votre armée et vous essayez d'optimiser au mieux en fonction. C'est encore mieux parce que les tyrannides ils font leur liste en fonction de la liste en face. Mais eux justement c'est ça, la première étape, prise de renseignement, deuxième étape, gaunt, on voit ce qui passe, ce qui passe pas, et en fonction de ça on dit, bah voilà, comme tu l'as bien expliqué, des attaques souterraines, des attaques aériennes, du poison, des spores, etc. C'est ça. Après, la phase, on va dire, un petit peu pré-terminale, ce que j'appelle, parce que la phase terminale, on va la voir, mais c'est assez rapide. En fait, la phase terminale, c'est quand on sait que l'esprit de la ruche sait que la bataille est gagnée, elle va commencer à faire arriver des organismes avec des rôles particuliers, à savoir des collecteurs de biomasse. Donc c'est souvent des Arospex. Arospex, c'est une figurine qui a une énorme gueule. En jeu, c'est une figurine qui fait du corps à corps et tout, mais il faut voir que dans l'esprit, c'est une espèce de camion poubelle, le truc. C'est-à-dire qu'il vient, il récupère la biomasse, et puis après, il reva dans la flotte ruche et il se jette, il se détruit, il s'auto-assimile en fait. Comme les petits voraces, les voraces, c'est uniquement leur rôle en fait, c'est les ramasse-miettes. Ils mangent tout et puis dès qu'ils peuvent plus bouger à peine, ils se jettent dans des fosses de digestion. Exactement. Et puis voilà, toute la biomasse a été rassemblée, balayée proprement. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'on pense évidemment à la biomasse physique qu'on voit, les insectes, les fleurs, etc. Mais l'esprit de la ruche n'oublie pas tout ce qui est micro-organismes, et donc elle envoie des micro-organismes tyrannides qui sont chargés de filtrer tout ça pour vraiment ne louper aucune miette de la biomasse de la planète. Et donc, bon, quand on en est là, déjà, le monde est irrécupérable parce qu'il sera de toute façon impropre à la vie humaine. Et en fait, souvent, ça se termine donc, par la 4e phase, à savoir qu'il reste sur la planète plus qu'un rocher stérile. Un peu comme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que un passage qui était peut-être moins mis en avant, c'est que là, il y a aussi cette notion de minage. C'est-à-dire que les tyrannides récupèrent aussi des ressources minérales, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était moins mis en avant, je trouve, dans les autres codex, mais là, il le souligne un peu plus. Et c'est vrai que je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai que c'est pas bête. Forcément, on va caricaturer, mais si tu peux récupérer du diamant pour faire des lames en diamant, on imagine que même s'ils viennent d'une autre galaxie, ça reste quand même un matériau extrêmement dur. Donc forcément, s'ils ont des carapaces en diamant, ça va être bling bling, mais ça va être beaucoup plus résistant aussi. Mais il y a cette notion de... il y a une ingénierie quand même, et on va récupérer non seulement la ressource biologique pour refaire des tyrannides, mais aussi des ressources minérales, et puis bien sûr toute l'eau et toute l'air qu'il peut y avoir aussi, tout ce qui est molécules, pour réamalguer ça en fait, remélanger tout ça ensemble dans les vaisseaux, puis après en refaire des magnifiques bestioles.
Et donc, c'est à ce moment de cette phase-là où les tours capillaires, qui sont des espèces de grandes tours, des grands tubes en fait, qui relient en fait les vaisseaux ruches à la planète. Et c'est là, en fait, c'est comme des tuyaux des pompes finalement qui vont absorber la biomasse. Et une fois que la planète est rendue complètement stérile et qu'il n'y a plus aucune biomasse, à ce moment-là, le vaisseau ruche s'en va et retourne vers une nouvelle planète à bouffer. Alors là, du coup, on vous a expliqué un petit peu ce que c'était que la race des tyrannides, comment ils étaient équipés, comment ils fonctionnaient. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail et vous présenter les différentes flottes ruches, justement, qui existent et qui sont présentées dans le codex. Et on va pouvoir aussi voir un peu leur rôle spécifique. Ouais. On peut commencer par la première, donc c'est Behemoth. Behemoth, donc c'est la flotte ruche bourrine, on va dire. C'est la première flotte ruche qui est arrivée. C'est grâce à cette flotte ruche que les tyrannides s'appellent tyrannides. Pourquoi? Parce qu'en fait les tyrannides ont été détectés pour la première fois officiellement en s'attaquant à une planète qui s'appelait Tyran et qui a été donc assimilée de la manière dont on vous a expliqué juste avant. Et donc tyrannide, tueur de tyrans, voilà, c'est le nom des Xénos a été donné comme ça. Et donc Behemoth, en fait, c'est une flotte ruche. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça, c'est qu'on voit les plans d'invasion des flottes ruches. On voit que Behemoth arrive vraiment comme un coup de poing dans le côté galactique, en fait. Gros bourrin, on rentre dedans. Et puis, c'est très brutal. En plus, l'Imperium s'y attendait pas, donc on peut imaginer un effet de surprise. Donc ça fait un peu le gros coup de poing qui rentre dans les systèmes et qui finalement a été arrêté par les Ultramarines, proche de Macrage. Il y a Marneus Calgar qui a failli mourir. Celui qui doit mourir. Ouais. Il est pas mort. On est tous d'accord là-dessus. Marneus Calgar doit mourir. Faut le savoir. Voilà, et donc voilà. D'ailleurs, si petite parenthèse qui est d'actualité en fait, c'est justement avec les ligues Voltan ou les squats. Justement, à un moment donné, ils ont intégré le fait que les squats avaient disparu parce que justement ils étaient sur la bordure galactique et qui s'étaient fait manger complètement assimilés par une flotte tyrannide. Donc là, vous le savez, les squats maintenant, ça s'appelle les Voltan, hein, si je dis pas de bêtises. Ça va ressortir. Donc moi, je suis vraiment curieux de voir ce codex-là parce que là, vraiment, on n'aura que du sang neuf parce que c'est un nouveau codex. Donc forcément, il va falloir qu'ils pondent du fluff pour crédibiliser en fait leur existence, et je suis vraiment curieux de voir si du coup ils vont réutiliser ce côté les squats ont été mangés par les tyrannides, mais il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'enfuir, etc. Donc on aura l'occasion d'y revenir dessus sur la chaîne, bien sûr. Ouais. Donc voilà, Behemoth, c'est la flotte ruche bourrine, et on le ressent dans le jeu. C'est quand même une flotte ruche qui est très axée dans l'agression, la létalité, au corps à corps principalement. Et en fait aussi, ça a un écho historique dans l'univers Warhammer, parce que c'est la première flotte ruche qui est arrivée sur cette galaxie. Et donc en fait, elle est arrivée un peu brute de pomme, on fait le gros truc bourrin, on voit ce que ça donne, et puis voilà, finalement cette flotte ruche... Elle fait toc-toc quoi, elle fait genre toc-toc. Voilà. C'est ça. Et du coup, l'esprit de la ruche va utiliser cette première invasion et cette première défaite, puisque la flotte ruche Behemoth a été un petit peu arrêtée. D'ailleurs, il faut savoir que les flottes ruches, Behemoth par exemple, a perdu, mais on peut toujours la jouer parce qu'elle s'est ensuite subdivisée en plusieurs. Ouais, c'est ce qu'on disait. Quand l'esprit ruche sent que c'est perdu, il va retirer les 2-3 vaisseaux qui restent. Il y en a toujours un qui va réussir à s'échapper. Et puis, comme chaque vaisseau peut tout faire, donc à partir du moment où il y a un vaisseau qui a réussi à s'enfuir, il va pouvoir se régénérer, reprendre de la biomasse, faire quelques petits trucs à droite à gauche, et puis de fil en aiguille, comme ça, continuer et puis se redévelopper. La deuxième flotte ruche qui est donc arrivée dans la galaxie, c'est Kraken. Et donc Kraken a tiré entre guillemets les enseignements de Behemoth, à savoir que Behemoth était rentré comme un gros point très groupé. Ouais, voilà, très concentré, perforant, une attaque massive à un endroit précis. Et là, Kraken, et on le voit d'ailleurs dans le schéma dans le codex, que c'est beaucoup plus diffus. Kraken a attaqué un petit peu sur un plan beaucoup plus large, avec plein de petites vrilles qui se sont séparées, pour en fait finalement faire des attaques un peu plus globales, mais à une échelle beaucoup plus large, et pas juste un gros point qui arrive. Et Kraken d'ailleurs c'est assez intéressant, parce qu'en fait elle a finalement été arrêtée. Faut bien comprendre que les tyrannides se feront toujours arrêter, parce que s'ils ne seront pas arrêtés, 40K disparaît. On en reparlera enfin. En fin de vidéo, on en reparlera.
Mais voilà, donc en fait Kraken a finalement été arrêté. Et alors pour le coup c'est pas très détaillé dans le bouquin, dans le codex. Par contre il y a un livre qui s'appelle Vallée d'Or qui traite notamment de cette partie-là, où en fait on apprend et on sait qu'en fait la flotte russe Kraken a été battue à la fois par les Eldar et à la fois par les espèces marines globalement. Et en fait ces deux armées gentilles on va dire, finalement ont battu les Tyrannides sans céder réellement, en se disant ouais on les a battus, mais en n'ayant pas conscience qu'ils auraient perdu si l'Imperium n'avait pas été attaqué aussi, et la réciproque étant vraie. Donc en fait c'est vraiment les deux combats à des endroits différents qui ont été victorieux pour les non-tyranniques ont finalement arrêté cette flotte russe. Donc voilà, Kraken, on le retrouve dans le jeu, c'est une flotte russe qui est très véloce, qui va très vite, qui a une appétence aussi au corps à corps, et qui a vraiment l'identité de Kraken, c'est vraiment d'aller très vite, forcément très vite pour aller au corps à corps, donc elle a des appétences particulières pour le corps à corps. Et notamment, voilà, le plus impéable. Et ça, c'est assez sympa, en fait, justement. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est justement quand le jeu et le fluff, ça se rassemble. Et je trouve qu'il y a quand même un effort, justement, maintenant, avec les différentes flottes russes. On le voit dans les codex assez récemment. C'est bien caractérisé. Et du coup, le fluff est vraiment en adéquation avec ce qu'on peut imaginer, que ce soit les stratagèmes, les traits de seigneurs de guerre. Et je trouve que c'est assez sympa, parce que du coup, ça vous permet de vous raconter une histoire. Ou sinon, de choisir, en fait, votre style de jeu qui vous plaît, mais aussi de coller un petit peu à l'historique. Et ça, c'est toujours une bonne chose, je trouve. Non, et puis même, en plus, ça permet moi, je trouve, même si ça a un côté, ça complexifie le jeu d'avoir plein de flottes russes avec plein de traits, plein de choses différentes. C'est quand même hyper intéressant d'avoir un codex qui a une rejouabilité importante. Ah oui. Pour la pérennité du bouquin, et puis même, moi, je sais que j'aime beaucoup Léviathan. J'ai toujours joué cette flotte russe. Bon, c'est bien que je puisse jouer Léviathan. Voilà. Mais je me dis la même chose pour des gens qui aimeraient Kraken, qui aiment ce côté un peu nerveux et tout. Et qu'ils puissent le retrouver dans le bouquin, quoi. Et du coup, je vous en parlais la troisième la plus connue. La plus connue, c'est assez récent finalement. C'est connu depuis le supplément Léviathan de il y a quelques mois. Léviathan, c'est une flotte russe qui a déjà une particularité, c'est qu'elle est arrivée par le dessous du plan galactique. Et ça, c'est assez intéressant parce moi, je trouve que c'est une super idée. Toujours un cercle, alors qu'on se rend compte qu'en fait non, c'est sphérique. Oui, la galaxie, c'est une sorte d'assiette, ou de spirale, ou de shuriken. C'est comme ça qu'on peut plus facilement. Et à chaque fois, tu dis, c'est quand même bizarre. Et tu dis, on a quand même de la chance que les Tyrannides ils viennent d'une autre galaxie, et que malgré tout, ça tombe bien parce que c'était des galaxies qui étaient sur le même plan. Alors qu'il y a beaucoup plus de chances que ça arrive directement sur Terra. Parce que autant, quand tu prends évidemment toute la galaxie pour aller jusqu'à Terra, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut que tu tapes tous les mondes juste avant. Autant si tu passes directement par en dessous, tu arrives directement. Donc, et c'est vrai que c'est un peu plus flippant. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne idée, et que ça suit la logique en plus. Donc c'est une très bonne chose qu'il l'ait fait de cette façon-là. Et donc du coup, Léviathan... en fait, a profité de l'expérience acquise par Behemoth et par Kraken. Donc cette flotte russe, elle est beaucoup plus polyvalente. On le retrouve d'ailleurs dans le jeu. C'est une flotte russe qui est beaucoup plus défensive et qui est quand même un peu plus polyvalente, avec un stratagème plus de létalité, une adaptation plutôt défensive. Voilà, c'est une flotte russe polyvalente. Et on le retrouve dans le fleuve, où en gros c'est vraiment l'acquisition de ressources antérieures qui fait qu'elle arrive avec un bagage biologique plus développé. Et en fait, donc Léviathan, en fait, l'arc narratif qui est développé depuis Octarius, en fait, les différents bouquins narratifs, c'est en fait l'empire orc Octarius. En fait, ce qui s'est passé, c'est, donc on l'a dit, le Léviathan est arrivé par en dessous et a menacé tout de suite le centre de l'Imperium, avec Terra notamment. Et en fait, il y a un inquisiteur, l'inquisiteur Cryptman, qui a décidé de se dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévier la flotte russe pour qu'elle aille dans un empire orc. Comme ça, les deux, ils vont se foutre sur la tronche, et nous, on va être tranquille, on va pouvoir se préparer, voire même les deux vont s'annihiler, et on aura fait une pierre de coups, quoi. Et alors, comme il a fait ça, en fait, ça c'est aussi assez dramatique, mais c'est le principe de l'Inquisition, c'est qu'il a détruit, en fait, toutes les planètes, mais il les a brûlées, en fait. Il a fait un exterminatus sur toutes les planètes qui pouvaient être dans le chemin de la flotte russe, pour justement l'aiguiller, et ce que les Tyranides, en fait, ils vont pas aller prendre une planète juste pour le plaisir, ils vont le prendre évidemment parce qu'il y a beaucoup de biomasse dessus. Et
vous envoyez des torpilles cycloniques, etc., et qu'il n'y a plus aucune biomasse, forcément les tyrannides vont aller voir ailleurs. Et c'est le pari justement de... En fait, il voulait faire d'une pierre deux coups. Il se dit, bon allez, on envoie ça sur les orques, comme ça les orques, on n'en parle plus, la Wagork, on n'en parle plus, les tyrannides, ils s'auto-annihilent, et voilà. Bon, c'était le plan. Voilà, on sait qu'il n'y a aucun plan de survie au contact de l'adversaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les orques et les tyrannides sont deux espèces finalement qui se plaisent dans la baston. Les qui orques prospèrent dans la guerre, tout à fait. Ils aiment taper. Donc, les orques, il faut savoir que plus ils tapent et plus ils survivent, plus ils grossissent. Donc plus ils deviennent forts, plus ils deviennent dangereux. Et les tyrannides, comme on l'expliquait, plus ils bouffent des gens, plus ils se renforcent. Et en fait, quel que soit le vainqueur, en fait, il va être 2 fois plus fort que ce qu'il était à la base. Donc en fait, le plan était déjà un peu merdique. Et donc il y a d'autres inquisiteurs qui ont finalement dit, attendez, lui il nous fait faire, il fait des conneries là, il faut arrêter. et en fait, notamment un autre inquisiteur qui a proposé donc le cordon sanitaire. Alors, le nom exact, je sais plus ce que c'est un truc du cordon sanitaire, quelque chose comme ça. Ouais, c'était, je sais plus. Je crois qu'il y avait le bouclier de balle et il y avait un autre truc. En fait, le but c'est de faire en fait autour de l'affrontement entre les orques et les tyrannides, en fait un cordon de planètes exterminées en fait par Exterminatus. Donc en fait c'est quoi? C'est un missile du 41e millénaire qui est envoyé sur une planète, ça détruit la planète, merci au revoir. Comme ça les tyrannides ils peuvent pas venir la bouffer parce qu'il y a plus rien à manger. Voilà. Le problème c'est que forcément, à un moment les tyrannides ils finissent par attaquer avant que le cordon soit complètement étanche et puis Après, ce qui se passe, c'est que ça déborde aussi, hein. Comme il le décrit dans la dernière version de l'histoire, parce que c'est une histoire qui existe quand même depuis vraiment pas mal de temps. Là, elle s'étoffe un petit peu plus, et là, il y a cette notion que, malgré tout, au bout d'un moment, ok, ils sont en train de se battre, sauf que ceux qui sont sur les côtés, finalement, ils partent, ça déborde un petit peu sur les côtés, ils se renforcent, et ils commencent, même s'ils sont en train de se battre, à aller voir à droite, à gauche. Et là, malheureusement... t'arrives avec des flottes et des wag orques qui sont hyper costauds. Ouais, du coup. Et moi, ça, c'est un arc narratif que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un truc qui était pas du tout exploré. Les grandes lignes, on connaissait les grandes lignes, cette diversion de Gridman, mais on connaissait pas. Et là, c'est vrai qu'avec Octarius, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même amené cet arc narratif vachement, mais l'ont vachement mis en avant. Ouais. Et c'est vrai que c'est vachement cool parce qu'on a plein d'éléments en plus. Et c'est un peu le regret qu'on peut avoir avec ce codex, c'est qu'il n'y a pas une grande évolution dans le fluff. On ne prend pas grand chose de plus que dans les codex précédents. Donc c'est bien que dans les bouquins de campagne, on en apprenne un peu plus à ce niveau-là. Mais ça, c'est un constat que, très généralement, qu'on fait tous depuis pas mal de temps, c'est que la politique maintenant de Games Workshop, c'est plutôt de limiter le fluff dans les codex, parce qu'il faut dire qu'avant, il y avait plus de fluff dans les codex. Ouais. On en parlait un petit peu. Avant, tout ce qui était genre fiche d'unité, vous aviez une page de fluff, rien que sur une unité. Donc des fois, c'était du remplissage, quand il parlait de, je sais pas, de telle bestiole, d'un vorace, peut-être mettre une page. Des Raveners. V8, c'était absolument immonde. Il t'expliquait que c'était des débiles, ça ressemblait à des guerriers, mais c'était pas du tout des guerriers, c'était juste des débiles qu'on envoyait devant, qui tuaient tout le monde. Mais c'était cool, parce qu'en fait, on comprenait pourquoi telle unité, pourquoi telle chose. Et surtout sur les nouvelles unités. Là, peut-être on peut faire la petite parenthèse que je voulais faire avec le parasite de Mortrex, qui est justement une nouvelle unité. Et moi, je me disais, ah tiens, cool, là, il y a une nouvelle unité, donc forcément, ils vont nous donner du neuf, en fait. Et en fait, ils traitent ça un petit peu différemment. Ils traitent ça comme un magos biologiste qui est en train d'examiner la créature, donc le parasite de Mortrex, et qui essaie de faire des parallèles avec d'autres espèces. Et en fait, il se rend compte que, oui, ça ressemble justement un peu à un rôdeur, mais en fait, non, parce que telle chose, ok, donc, mais ça ressemble quand même un petit peu à une harpie, mais en fait, non, parce que ça. Et en fait, au final, il dit qu'il sait rien. Et en fait, on se retrouve avec 2 pages. Il y a quand même une grosse illustration, mais on se retrouve avec 2 pages pour dire qu'on sait rien en fait. Et là, moi, j'avoue que bon, c'est rigolo dans l'idée, mais j'étais quand même un petit peu déçu parce que je me dis, pour un peu qu'ils peuvent nous mettre justement du nouveau fluff avec des nouveautés, et bien en fait, c'est pour dire qu'on ne sait rien. Et là, j'avoue que j'étais un petit peu déçu sur ce côté-là. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très drôle parce que moi, du coup, quand j'ai étudié cette figurine et le codex pour un jeu beaucoup plus compétitif cette fois-ci, je suis parti sur le principe que c'était un personnage nommé en fait. Ah oui. Parce que Parasite de Mortrex, pour moi, sinon il s'appelle pas juste le Parasite. Donc j'étais parti sur le fait que c'est un personnage nommé. Mais en fait, non. Après, je sais pas si ça sera modifié, mais en tout cas, on pourrait jouer 3 Parasites de Mortrex dans une liste. A priori, ça serait juste un personnage comme un Lictor finalement. Ouais. Donc en fait, on sait vraiment pas grand chose de cette figurine là, si ce n'est que c'est une espèce d'agrégat de plusieurs. Même si, de toute façon, faut le savoir, les tyrannides,
chaque unité en fait est une sorte de déclinaison d'une évolution. Bon, on va pas rentrer dans des théories darwiniennes, mais en gros c'est ça en fait. C'est clairement Bah si, pour les tyrannides c'est ça, hein, t'as une seule souche et puis après c'est comme des Lego biologiques en fait. Hein, c'est un Lego biologique. Ça, ouais. On a envie que ce soit plus costaud, on va booster la carapace, etc. On a envie que ce soit plus rapide, on va enlever la carapace, on va mettre des muscles plus rapides et puis ainsi de suite. En gros, moi j'ai quand même l'impression, c'est pas dit clairement, mais c'est plus ou moins assuré, c'est que le tyrannide de base c'est le guerrier et que ce guerrier on peut le décliner un peu de plein de manières différentes. De manière très simple avec le Raveners par exemple, mais le tyran de garde c'est finalement une sorte de guerrier qui est un peu muté, voilà. Donc en fait on sait pas trop le parasite de Mortray ce que c'est, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir pour le coup un point de vue omniscient, mais vraiment savoir ce que c'est. Oui, qui trouve des informations et puis même qui laisse en fait des petites brides des fois. Alors heureusement il y a quand même 2-3 petites choses qui donnent un peu des petites brides d'informations pour ceux qui aiment bien aller un petit peu fouiller dans le fluff. Mais c'est vrai que globalement, bah voilà, tu l'as dit, si on veut plus d'informations sur le codex, bah vous regardez des vidéos, ça tombe bien, vous êtes sur une vidéo, ou alors vous allez dans les romans de la Black Library et c'est là souvent qu'on a du fluff, de l'historique, avec des choses qui sont vraiment assez majeures, hein, mais que bah on ne sait pas si on ne va pas voir justement ces publications-là. Et les livres du coup de campagne comme Vigilus, Octarius, on en a parlé, Nashmood, Metallica, tout ce qu'il y a eu, tout ça, c'est vrai que c'est là où on va voir quand même un peu plus de fluff, mais malheureusement, je trouve que ça prend jamais parti en fait. C'est un petit peu comme Marnus doit mourir, il y a un moment donné, il se passe des trucs de fou, mais finalement ça ne change rien en fait. Tu vois, je repense au monde Metallica, qui est censé avoir été détruit, c'est horrible ce qui s'est passé, mais en fait au final, bon, ça va, ils arrivent quand même, en boostant les quotas, à quand même réussir à approvisionner un petit peu les autres planètes, et c'est toujours du 50-50 bien sûr pour ménager la chèvre et le chou, parce que le joueur tyrannide, il a pas envie que son armée disparaisse, et le joueur Space Marine, il a pas non plus envie que son armée disparaisse, ni même que le joueur squat, bon ça tombe bien. Mais vous voyez, c'est ça qui est un petit peu dommage, alors que on aimerait, des fois, moi c'est ce que je reproche toujours, c'est que l'histoire n'avance pas, et qu'à chaque fois, on nous met des choses immenses en perspective, mais qu'au final, bah voilà, il faut quand même ménager tout le monde. Donc, bon, bah 50-50 balles au centre, 8e match. Okay. Ouais, après, c'est un peu le problème d'un univers comme ça où il y a tellement de factions imbriquées les unes dans les autres que si t'en fais gagner une, forcément, c'est au détriment d'autres. Et je pense qu'ils se complaisent bien dans cette espèce de statu quo. Et finalement, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour que tout le monde soit content. Bah non, moi je suis pas content parce que moi non, mais en fait, chaque fois je fais un parallèle. Alors je vais refaire le parallèle, mais c'est comme Trône de Fer. C'est une série qui a été vraiment mise en avant et où tout le monde disait Trône de Fer c'est génial. Et je pense qu'une grande partie de l'attrait de Trône de Fer, c'est sur le côté, il y a des personnages emblématiques qui meurent. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce petit levier, je pense que ce serait moins intéressant et que les gens diraient pas, seraient pas en mode waouh c'est génial, j'adore cet univers, j'adore cette série. Et c'est le problème qu'on a dans 40 000, tu vois, Marnus, tu vois, pour moi. À un moment, faut tourner la page, quoi. Dante, le mec là, il est vieux. Dante, ouais. Dante aussi, un moment. Qui se dégomme le Swarmlord en plus, mais il est horriblement mutilé et blessé. Mais bon, voilà, que ça change pas grand chose. Donc à un moment donné, voilà, on imagine le gars, il doit être en mode tronc, tu vois, il s'est fait couper les 2 bras, les 2 jambes, mais bon, il a réussi avec un dernier coup de dent à mordre le prince, enfin le Swarmlord. Et... Bon, enfin bon, on ferme la parenthèse. Allez, on retourne sur les titis. Donc là, on vient de brosser donc les 3 flottruches principales. Pourquoi principales? Parce que c'est finalement les flottruches qu'on affronté l'Imperium majoritairement, même s'il y a eu quelques petites agressions Eldar. L'agression d'Eldar plutôt. Mais on a un ensemble de 7 flottruches présentées, plus 2 un petit peu underground, on va dire. On en parlera après. Du coup, il y a Gorgon, ou Gorgon, moi je préfère Gorgon, mais en fait, Gorgon, c'est une flottruche qui a attaqué principalement les taux, et qui a une appétence particulière avec le poison. C'est-à-dire que c'est une flottruche qui fonctionne beaucoup avec des toxines empoisonnées. Et donc le fluff est beaucoup moins touffu pour ce genre de... on n'a qu'une page sur ce genre de choses. Et voilà, pour incrémenter, là on nous dit que finalement même la technologie Tone a galéré à arrêter cette flottruche, que finalement le poison faisait tout fondre, se faisait bouffer, enfin voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que leur poison est tellement fort qu'ils arrivent même à tuer de la Death Guard. Ouais. Et ça, alors je me souviens plus si c'est dans ce codex là qu'ils en parlent ou dans le précédent. Dans ce codex ils en parlent.
Ok, ouais, je me souvenais plus. Ils en parlent et ils disent que même des organismes censément indestructibles justement par la biologie peuvent être atteints, et il y a des unités de la Death Guard justement, et bah, même s'ils sont bénis par Papy Nurgle, c'est quand même pas suffisant avec Mamie Tyrannide, tu vois. Donc exactement. c'est dire la force des Tyrannides. Ouais, donc voilà, ça c'est vraiment la flotte ruche poison, si vous voulez jouer des trucs avec du venin, des eaux. Il y avait le côté évolution aussi rapide qui était assez présent, et c'est pour ça justement qu'ils le mettaient avec Leto, c'est parce qu'en fait, moi j'ai bien aimé ce passage-là, parce qu'il y avait ce ping-pong entre une race hyper évolutive technologiquement et une race hyper évolutive biologiquement, et que les deux s'affrontaient, et que ça faisait en fait un pierre-feuille-ciseau, mais où il n'y avait pas vraiment de gagnant en fait, même si... Théoriquement, les taux devraient être un peu plus faibles. Les taux réussissaient quand même à tirer leur épingle du jeu, justement parce qu'ils s'adaptaient extrêmement vite. Et en fait, alors c'est pas dans ce codex-là, mais c'était dans même, je me demande s'il n'y a pas 2 éditions, ils détaillaient en fait un peu plus le combat, et ils disaient, première étape, on a vu arriver beaucoup de masse, donc du coup, ils sont passés en mode tir rapide, des armes légères avec une grosse cadence de tir. La vague d'après, c'était des organismes beaucoup plus résistants, donc eux, les taux, ils ont changé, ils sont passés sur des Raygun, des trucs beaucoup plus percutants, donc après, ils ont tourné, ils sont passés sur des gargouilles volantes, des trucs comme ça. Donc les taux, ils ont fait des flaques, des trucs à déflagration. Et en fait, il y a toujours ce ping-pong comme ça. Alors, il n'y avait pas de... Il y avait moins le côté poison, justement, à cette époque-là. Ouais. Ils étaient vraiment restés sur le 50-50 de qui va l'emporter entre l'hyper-adaptabilité des taux, qui changent vraiment leur technologie, qui testent des prototypes, et puis l'hyper-adaptabilité de la flotte ruche Gorgone, qui... moi, je l'appelle Gorgone, hein, ou Gorgonesse. Gorgonzola, qui, elle, du coup, s'adapte extrêmement vite aussi. Et même, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va, et tout comme les taux, en fait, préméditer les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion stratégique, c'est-à-dire que vous vous dites, bah tiens, on va envoyer des organismes extrêmement légers, l'adversaire sait qu'on va s'adapter, donc du coup, il pense qu'on va envoyer des organismes lourds, et en fait non, on va aller encore plus loin, et on va essayer de gagner un coup comme ça, sur l'adaptabilité. Et c'est ce qui montre qu'il y a vraiment une intelligence supérieure, et c'est pas juste en fait une réaction, parce que ça pourrait être une sorte de réaction épidermique ou quelque chose mécanique où on te donne A, du coup tu fais B. Là il y a vraiment une notion stratégique globale. Alors je te laisse prononcer la prochaine. Ouais, Jormungandr, donc du coup c'est la flotte ruche des tunneliers, des assauts souterrains, donc basés sur des trigons, des malocs, ce genre de choses. En gros, j'en parle pas beaucoup de cette flotte ruche là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lignes. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une flotte ruche qui attaque par les souterrains, donc on imagine bien des mondes un peu retranchés, type peut-être un petit peu forteresse inexpugnable, dans des un peu comme on peut retrouver en Auvergne par exemple, des mondes à l'échelle futuriste bien sûr, mais voilà, des mondes extrêmement sur des forteresses, sur des défendues. Ouais. Non, je pense que c'est la flotte ruche qui est là uniquement pour proposer un aspect du jeu en fait. Se dire, tiens, voilà, on va proposer un aspect du jeu. Donc on dit que cette flotte ruche est spécialisée en assaut souterrain, mais après, il n'y a pas vraiment d'histoire dessus. Ils n'ont jamais été vraiment impliqués dans une campagne avec des choses, des événements majeurs. Je ne sais même pas si... Enfin, je crois pas que dans le codex, c'est dit contre qui ils ont affronté. On peut imaginer que c'est des mondes... un peu souterrain, peut-être les fameux squats qui vivent dans leur... Peut-être encore. Ouais, ce qui fait marrer, c'est qu'on n'en parle jamais dans aucun bouquin. Normal, ils n'existent pas. Et je pense que dans tous les prochains bouquins, ils vont toujours être là. Tu vois, oui, bien sûr, il y a eu ce second affrontement, etc. Mais bon, voilà, j'arrête de parler des squats. Mais bon, vous le savez, hein, moi j'attends vraiment ça avec impatience. Parce que justement, ça va être tellement de 109. Et forcément, les squats, en fait, ce qui est intéressant, alors je vais pas fermer la parenthèse, mais c'est que forcément, ils vont être un protagoniste parmi d'autres. Donc, s'ils rajoutent du fluff pour les squats, ou pour les Voltanes, forcément, ça va être du fluff qui va se rajouter avec une interaction avec une autre race. Donc ça va être l'humanité, forcément, ça peut être les orques, ça peut être les taux, ça peut être les tyrannides, justement, les orques, etc. Donc ça va nous donner vraiment de la nouveauté pour toutes nos factions, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve génial, en fait. Ouais. Donc voilà, Jormungandr, on nous dit que c'est le grand serpent fouisseur, enfin, voilà, mais il n'y a pas grand chose de dit dessus. Effectivement, on le retrouve en jeu, c'est une faction qui a une appétence à être dans les tunnels parce qu'on peut la cibler moins bien, un stratagème pour arriver des réserves, des choses comme ça, mais dans le fluff c'est assez peu détaillé, c'est un peu pauvre. Donc, voilà. Allez, on passe. On enterre Jormungandr. On enterre Jormungandr. Du coup, Chronos, alors ça c'est très cool parce que c'est vraiment une flotte ruche qui a un fluff réellement atypique. Pourquoi ?
Alors c'est une flotte-ruche en fait qui a été créée pour en réaction, enfin on nous dit que c'est en réaction à la grande faille, mais plus généralement c'est en réaction au chaos. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chaos, quand une biomasse est souillée par le chaos, parce qu'en fait ça commence à muter, la biomasse, enfin les humains ou quoi qui sont touchés par le chaos commencent à muter, en fait ça rend la consommation impropre pour les tyrannides, donc c'est chiant. Parce que pour les autres espèces aussi a priori. Hein. Ouais, du coup c'est embêtant parce que si on bouffe des cultistes, bon allez, moi je pense que si on bouffe des cultistes, on peut quand même un peu faire de la biomasse, mais il faut la filtrer avant. Ouais. Par contre, si vous bouffez du démon, ça marche pas quoi. Donc on peut pas refaire du tyrannide avec du démon. Donc en fait, c'est une flotte-ruche qui a été spécialement créée, en tout cas c'est comme ça que c'est indiqué, pour en fait être anti-warp en fait, pour empêcher les warps et donc les démons, le chaos, de trop se répandre. Et donc c'est une flotte-ruche qui a une appétence particulière à contrer la magie et à tirer pour justement ne pas aller au contact de ces trucs qui sont dégueulasses là. Pour économiser justement la biomasse. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est assez cool parce qu'on le sentait un petit peu dans l'ancien codex, ça que c'est orienté, mais c'était pas aussi précis. Et non, je trouve ouais, que c'est une bonne chose de l'avoir indiqué. Parce que c'est vrai que autant, comme on a vu tout à l'heure, Jormungandr, c'était genre, bon, on a envie de jouer beaucoup de rôdeurs et de bestioles qui frappent en profondeur, ouais. Donc on va nous faire une flotte-ruche qui existe pour ça. On a envie de jouer full tir en tyrannide, on va jouer Chronos. Et là, en fait, il y a une vraie raison, et qui est complètement dans l'arc narratif avec la grande faille, qui est quand même il y a un truc qui m'a beaucoup surprise, parce que pour le coup, j'avais toujours... Enfin, j'avais pris comme acquis le fait que les flottes-ruches entre elles se bouffent. Ça, faut le savoir. C'est-à-dire qu'une flotte-ruche qui est petite, si elle croise une flotte-ruche qui est trop grande, enfin qui est plus grande, la grande va vouloir bouffer la petite. Pourquoi? Parce que comme on le disait tout à l'heure, si moi je fais 5 kilos et je bouffe un truc qui en fait 2, bah après je fais 7 kilos quoi. Donc en fait c'est le principe des tyrannides. Et là on nous explique, et là pour le coup quand j'ai lu ça j'ai fait... Ouais, c'est bizarre comme truc quand même. Ils nous disent qu'en fait Chronos et Léviathan ont tendance au moins à coexister. C'est même plus profond, c'est de la symbiose. Hein. Ils disent qu'il y a vraiment une symbiose entre ces deux flottes-ruches. C'est ça, c'est assez curieux. Moi perso, j'aime pas trop ça. Je trouve que t'aimes pas? Ah ouais, mais justement, j'aime bien. Ça fait un peu humain en fait. Je trouve que ça fait un peu. Léviathan, qui est la grande civilisation tyrannide, si on peut dire, s'allie à l'espèce d'asticot à côté. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. C'est pas dans l'esprit. Je trouve que ça fait un peu de l'anthropomorphisme finalement. Et j'aime pas trop ça. Mais du coup, c'est un truc. En tout cas, c'est une nouveauté du fluff parce que pour le coup, je crois pas avoir lu ça quelque part avant. Non. Mais en fait, ça a même été. Enfin, le passage auquel tu fais référence, il était présent il y a 2 ou 3 codex où il disait que il s'était vraiment mis en avant. Il vous expliquait que c'était intéressant pour les tyrannides de se battre entre eux. Parce que forcément, il y en a un qui allait gagner, même s'il reste qu'un Vorace, il y a un Vorace qui gagne. Et du coup, comme il va assimiler la biomasse de l'autre, il va aussi assimiler toute son expérience génétique. Et du coup, il va ressortir la somme. Enfin, c'est toujours pareil, c'est que quand vous êtes 2, vous avez plus que la somme de votre expérience. Et là, c'est exactement ça. Donc au contraire, quand vous avez 2 flottes qui se battent, vous dites, oh bah super. Enfin, si vous arrivez quand il reste qu'un Vorace, c'est jouable. Mais si vous n'êtes pas là à ce moment-là, tout va être reconstruit, et tout va être reconstruit bien plus puissant avec les acquis de la flotte A, les acquis de la flotte B, et du coup de nouvelles compétences. Voilà. Mais ça, ce passage, du coup, il a été enlevé de ce codex-là. C'est illustré très bien. Donc là, on déborde un peu du codex, mais c'est illustré très bien dans le livre Vallée d'Or, où en fait, les Eldar veulent absolument empêcher une fusion entre Léviathan et Kraken. Parce que du coup, ça engendrerait cette fusion entre exactement, le partage d'informations génétiques. Mais je trouve que c'est... Ça me choque pas parce qu'il y avait déjà eu dans les codex précédents où il y avait des flottes-ruches un petit peu cannibales qui passaient derrière les grosses flottes-ruches pour piquer les miettes en fait. Allez, il y a toujours. Il y a toujours. On va en parler après. Mais je trouve que cette cohabitation de deux flottes-ruches, moi je trouve ça bizarre. Ça ne branche pas, Je trouve ça trop calqué sur un comportement humain en fait, c'est ça. Bah ouais, je me dis pourquoi Léviathan il bouffe pas le copain d'à côté, il gagne ses connaissances et il fait la même chose mais en étant une seule flotte-ruche. J'aime pas trop. Alors là, on va en reparler. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, c'est un aspect où on va en reparler après. Mais Chronos, en tout cas, c'est très intéressant parce que là, contrairement justement à ce qu'on a vu avant avec Jormungandr, là, on a vraiment quelque chose qui s'intègre complètement et qui est vraiment une réaction au fluff et à l'évolution du fluff. Avant, il n'y avait pas de la cicatrice, maintenant la cicatrice est là. Ouais. Donc, a priori, le warp, c'est vraiment un problème pour les tyrannides. Donc, du coup, eh bien, on développe une réaction spécifique avec les anticorps de type Chronos. Et moi, je trouve ça vraiment assez riche. Ça, c'est peut-être la seule évolution du fluff, je crois, du codex. C'est cet ajout
cette entre guillemets cette mise en lumière de Chronos comme la flotte-ruche anti-chaos et de coexistence avec Léviathan. Donc voilà. Symbiose. Et donc on va passer à la dernière flotte-ruche, on va dire majeure, nommée dans les règles, c'est Hydra, ou Hydre en français. Moi je trouve que les noms anglais sont meilleurs. Hydra c'est quand même un peu mieux. Alors Hydra, c'est la flotte-ruche de l'adaptation. Finalement c'est une flotte-ruche qui s'adapte très bien, très vite, et qui joue en général beaucoup de masse. Avec des c'est en gros c'est une flotte-ruche qui joue sur cet aspect de marée de Gaunt finalement, et sur la capacité à s'adapter très vite à la menace en face. Ça veut pas dire qu'il joue que des Gaunt tout le temps, mais que en gros qu'il joue, pardon, ça va là, c'est le côté joueuse qui revient, hein. On avait dit pas le côté joueuse, mais voilà. Ouais, c'est ça. mais voilà, qui va préparer des assauts en fonction et en s'adaptant très vite. Voilà, c'est pareil, c'est pas une flotte-ruche qui est mise en lumière, peut-être un peu. En tout cas, le texte qui est présenté dans le codex est beaucoup plus détaillé que Jormungand, mais je crois pas qu'il y ait d'interaction avec d'autres races. Non, il n'y a pas grand-chose. La seule chose qui... C'est les cannibales, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils suivent les grosses flotte-ruches pour piquer les restes ou attaquer les petits trucs pour rester. C'est le côté ramasse-miettes, et c'est le côté justement, cette flotte, elle est là pour être un peu l'arrière-garde et récupérer toutes les petites choses et pas forcément se battre, même si elle a une capacité assez énorme en fait pour se battre. En fait, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu dans l'historique, c'est que c'est une flotte-ruche, on peut se dire ok, elle est pas très virulente, donc voilà. Par contre, elle a une vraie capacité à développer beaucoup de biomasse offensive très rapidement, plus que la moyenne en fait des flottes-ruches. Bon voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour Hydra, et on va passer donc aux deux flotte-ruches un peu historiques. Et donc parmi ces deux flotte-ruches, il y a Uroboris, qui est donc une flotte-ruche, on va dire un petit peu historique, parce que ça serait une flotte-ruche qui serait arrivée bien avant toutes les autres. Et ça c'est expliqué de la manière suivante, c'est qu'en fait leurs biomorphes, donc les biomorphes en tyrannide, c'est toutes les armes, etc., seraient beaucoup plus primaires, les équipements, voilà, que les flotte-ruches plus récentes, Léviathan, etc. Et donc on peut imaginer peut-être, pas encore des épées d'os, mais uniquement des griffes tranchantes. Enfin moi j'essaie de l'imaginer un peu comme ça, peut-être pas encore des canons empaleurs, peut-être des canons venins. Enfin on peut imaginer une flotte-ruche un peu plus, pas arriérée, mais un petit peu plus dans des... Moi j'imagine peut-être dans des instincts beaucoup plus insectoïdes en fait. Même si les tyrannides sont clairement des insectoïdes, c'est quand même des insectoïdes qui ont un peu muté. On imagine dans les tyrannides vraiment... qu'il y a un peu de crustacés là-dedans en fait. Quand on voit le Carnifex, c'est pas juste un insectoïde, on voit qu'il y a un aspect carapace qui pourrait faire penser voilà, des crustacés, des choses comme ça. Là j'imagine vraiment le truc très insectoïde finalement. J'arriverai pas à le déterminer. Je pense qu'il faut prendre les premières figurines tyrannides. Tu prends les premières figurines tyrannides, c'est le vieux Carnifex tout moche, tout horrible, et voilà, c'est ça. À l'ancienne. Voilà. Bah c'est ça, c'est un peu c'est les. Je pense que ils ont fait ça pour les gens qui voulaient pas justement les nouvelles figurines. Ils voulaient rester sur une armée 100% métallique avec les gaunts métalliques, les ormagaunt avec les points. En gros, c'est les snakebite des tyrannides. C'est à l'ancienne, quoi. C'est voilà. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dedans, donc pareil, il n'y a pas un arc narratif très poussé là-dessus. On nous dit juste qu'elle a été que l'Inquisition Lord Xenos a un peu enquêté là-dessus. Voilà, on a dit que c'était un peu plus primaire dans leur biomorphe, et c'est aussi dit que du coup, vu que c'est une flotte-ruche qui est tellement différente des flottes-ruches de maintenant, qu'elle a des tactiques de bataille vachement plus primaires, et en fait ça surprend parfois les commandants adverses qui du coup s'attendent à telle ou telle stratégie, et qui finalement se retrouvent à se prendre un esport d'énorme pain dans la figure parce que le truc est primaire, il avance. Voilà, c'est pas très poussé, mais en tout cas, comme tu dis, ça, j'y avais pas pensé. J'avoue que moi, j'aime pas du tout les tyrannides des versions V2 et tout. Mais effectivement, si on peut imaginer que les tyrannides d'Uroboris sont ceux-là, ça ressemble. Ils l'ont fait parce que sur l'illustration même qu'ils ont utilisée, c'est une illustration qui a une patte graphique vraiment à l'ancienne. Très ancienne, donc, on dirait le codex V3 ou V4, effectivement. Même avant, je pense que c'est du V2. Hein. Ouais. Bon, voilà. Et après, du coup, là encore, il reparle un peu des interactions avec d'autres espèces, typiquement encore les orques. Ils disent que
Au contraire, les orques, eux, pour eux, c'est génial. Parce que, alors, toutes les civilisations, typiquement comme les Tau ou les Eldar, qui ont beaucoup de stratégie, justement, ils réfléchissent, donc ils font, ok, alors ils vont attaquer comme ça, donc on va faire ça, alors qu'eux, ils foncent comme pas permis. Et bien, en fait, les orques, c'est génial pour eux, parce que ils sont là pour la baston primaire. Et c'est tellement primaire avec Ouroboros que, bah, eux, ils trouvent ça génial. Et c'est eux qui, justement, enregistrent le plus de victoires contre Ouroboros. Parce que, voilà, ils réfléchissent pas, ils tapent. On est là pour taper, on tape plus fort. Donc, j'avais oublié ce passage, c'est vrai que m'avait fait vachement marrer, cette espèce de bataille entre neuneux là où on se tape dessus et ping, ouais. Ça fait penser au truc alors j'ai jamais regardé, mais bon, j'ai des gens qui m'ont raconté où les gars ils se donnent des baffes, tu sais, ils sont face à face et il y en a qui se donnent une baffe, cours de claque, ouais. Et tu fais, mais on est vraiment dans du truc méga primaire. Parce que du MMA ou des choses comme ça, tu dis, il y a de la technique. Là, alors j'imagine qu'il y a de la technique sans doute, mais tu dis, je pense que ça ressemble à ça, Ouroboros. Hein, tu vois, un combat hors Ouroboros. En tout cas, c'est présenté comme tel. En tout cas. Et la meilleure pour la fin. Et la meilleure, voilà, celle que tu préfères. Donc Tiamat, bah, je te laisse en parler. Allez, je te laisse la préséance sur cette Tiamat, ce qui est intéressant, alors, à ma connaissance, elle est apparue dans le V7 ou V8 Alors V8, elle y était, c'est sûr. Peut-être V7. V7 j'ai un doute. J'ai un doute. V8, c'est sûr. Non, c'est peut-être de la V7 qu'elle était apparue. Et en fait, c'était une flotte qui était complètement atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître des tyrannides, qui sont justement une espèce de sauterelle. Vous imaginez vraiment une flotte qui avance, qui tombe sur une planète, enfin qui va chercher une planète, qui va l'assimiler, qui va passer à la prochaine, et ainsi de suite. Et en fait, la flotte russe Tiamat, elle est en mode défensif. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un endroit, elle a établi une base, ce qu'on peut appeler une base. Elle est en train de construire, mais depuis des milliers d'années, parce qu'en fait, ils sont là aussi depuis le 35e millénaire. Donc ça fait 5000 ans qu'ils sont en train de construire une structure biologique de la taille d'un continent. Alors, bon, là, après, je trouve qu'ils en font toujours un petit peu trop, parce que alors on va imaginer que ça fait peut-être 5000 ans avant d'être découverts qu'ils sont arrivés, mais si ça fait 5000 ans qu'ils sont en train d'assimiler et de transformer quelque chose, je pense qu'ils auraient eu le temps, vu qu'ils arrivent à vider une planète, je sais pas, en 2-3 semaines, je pense que construire un organisme sur la taille d'un continent, ils peuvent le faire en plus que 5000 ans. Mais bon, je referme la parenthèse, mais c'est pour le côté, vous voyez, épique. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une flotte qui est défensive. Elle est spécialisée dans la défense et elle va pas du coup agresser, en fait, aller chercher, attaquer. Il nous explique que juste s'il y a un petit convoi qui passe par là, bon, ils vont pas refuser un amuse-bouche, hein, de prendre des petites ressources par-ci par-là, mais ils vont pas aller chercher à prendre d'autres mondes. Et de fait, eh bien, toutes les civilisations qui sont évidemment en guerre perpétuelle, eh bien, ils se disent, ok, alors entre eux qui sont en train de nous attaquer, ou alors eux qui sont en train de faire on sait pas trop quoi, bon, bah, c'est pas trop grave, on va d'abord s'occuper de la priorité, à savoir ceux qui viennent à la maison, et après on ira chez eux si on a encore un petit peu de temps. Et en fait, il y a les Eldar surtout, les Eldari, qui se rendent compte à quel point c'est dangereux, et à quel point ça peut être vraiment un problème, et ils cherchent justement à prendre des informations. Donc là, dans l'image, on voit justement une équipe d'assassins, pour aller regarder et essayer de prendre justement un petit peu d'informations. Après, c'est un Eversor qu'ils ont mis, je vois pas trop l'intérêt d'envoyer un Eversor, genre envoyer une sorte de Calidus plutôt, mais bon, peu importe, je chipote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que cette zone-là serait... alors, typiquement, moi je suis un adorateur de StarCraft, hein, j'ai énormément passé de temps de ma vie sur StarCraft et StarCraft 2, on ne peut que penser à l'Overmind, et typiquement, je pense que ceux qui ont écrit ce passage-là avaient l'Overmind en tête, et Tiamat, il faut voir ça un petit peu comme ça, c'est qu'il y a une sorte d'Overmind, et c'est assez intéressant, c'est là où on peut justement faire des projections. Je me dis, ok, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que... Moi j'ai plusieurs théories. Alors vas-y, je vais te laisser. Est-ce que tu as des théories là-dessus ou pas ? Est-ce que ça t'emballe déjà autant que moi ou pas ? Bon, je sais pas. Moi j'ai dit. T'as le droit de dire non, je le vexerai pas. Ma flotte de cœur, c'est Léviathan. Je joue depuis que je joue Tyrannie dans V8. J'ai toujours joué. J'aimais bien le film d'Open à 6 à l'époque. Donc moi c'est Léviathan. J'aime beaucoup cette flotte russe, l'arc narratif. Mes figurines sont peintes comme ça. Voilà, j'aime bien Léviathan. Donc je te laisse la préséance de cette flotte russe. Y a pas de souci. Mais non, je trouve ça cool en fait d'avoir créé une flotte russe différente des autres à l'aspect défensif. Et moi, ce que j'imagine, c'est qu'en fait, ils sont en train de créer une espèce de super vaisseau. En fait, un vaisseau, c'est bien, ça permet de créer des tyrannines, mais qu'est-ce qui est pas mieux ? Moi, j'imagine un peu, ok, vous arrivez avec une invasion, vous avez 10 000 bestioles, vous attaquez, c'est très bien. Mais c'est quand même mieux d'avoir une base où on peut créer des armées directement sur place. Donc moi j'ai l'impression que c'est plus ce genre de truc qui serait en train d'essayer de construire, une sorte de base tyrannique qui permettrait de créer local, on va dire. Je vois local.
Voilà, je vois ça un peu comme ça. Après, il y a très peu d'infos, donc on peut spéculer. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux C'est complètement partir dans des délires. Voilà, ou une espèce d'énorme relais d'ombre dans le Warp, peut-être. Enfin, ça va peut-être ensemble, hein, d'ailleurs. Hein, mais moi, je vois ça un peu comme ça. Voilà. Donc voilà. Et toi, la tienne? Ma théorie, ma petite théorie un petit peu fumeuse, mais qui serait assez sympathique, c'est que tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils viennent d'une autre galaxie, ça on est certain. Ils viennent dans cette galaxie-là. C'est très difficile parce qu'ils voyagent pas à travers le warp, donc ils voyagent en vitesse a priori subluminique, donc en dessous de la vitesse de la lumière, ce qui est très très long pour aller d'une galaxie à une autre, même s'ils viennent de la plus proche. Et en fait, l'idée c'est que c'est pas très rentable. Moi, ça me paraît pas très rentable. Et ce qui me paraîtrait assez rentable, c'est d'envoyer vraiment quelques organismes. Donc, ce que j'aime bien en fait dans une vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, de vous la remettre. On voit en fait que toutes ces flottes immenses, c'est qu'un tout petit morceau de ce qu'on peut imaginer être l'organisme tyrannide. Et les flottes, aussi majeures soient-elles, en fait, on s'aperçoit que quand on dézoome, c'est tout petit par rapport à ce que peut être justement l'ampleur de la masse des tyrannides. Et si on part du principe qu'ils ont mangé une, deux ou plusieurs galaxies juste avant, on peut imaginer que oui, en effet, c'est très grand. Mais je me dis, ce qui pourrait être sympathique, c'est que ce soit une sorte de relais, un peu comme une sorte de porte spatiale, qui permette justement de voyager d'une galaxie à l'autre beaucoup plus simplement. Et qu'en fait, ce qu'on a pour l'instant, toutes ces flottes ruches, ce serait que des organismes malgré tout précurseurs, qui seraient là pour établir un avant-poste, même si on est sur une échelle galactique, et qui pourrait créer peut-être soit un relais physique pour vraiment l'esprit de la ruche et une sorte d'entité différente qui serait matérialisée, ou justement une sorte de portail spatial, un petit peu comme Stargate tout simplement, et qui permettrait de voyager beaucoup plus simplement et de créer un réseau comme ça entre les différentes galaxies. Voilà. Oui. Bah. Bon, on n'aura jamais la réponse, hein, mais... mais c'est cool justement, ça permet à quelqu'un qui veut créer sa propre flotte ruche de l'imaginer, une flotte ruche défensive pour builder cette espèce de TP, voilà. Donc voilà, et mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie-là, parce que moi je suis assez client de tout ce qui est idée un petit peu fumeuse comme ça, et je pense que c'est là où on peut justement acquérir, enfin s'approprier un petit peu l'univers. Donc voilà, certes il y a le film Nopel à 6, mais il y a aussi ce qu'on peut imaginer sur les flottes ruches. Après, je le reconnais, hein, moi je suis pas, je crois que je suis pas inventive, hein, parce que je pense pas l'être, mais pour le coup, même dans les chapitres Space Marine, j'aime pas du tout les chapitres successeurs, j'aime bien rester dans ce qui est, voilà. Codex. Ouais. Donc voilà. flotte majeure. C'est ça. Mais donc le Tyrannide c'est pareil, c'est Léviathan. Voilà. Puis bon, maintenant que j'ai mes 14 princes, j'ai pas envie de les repeindre en autre chose. Je m'étonne. Alors maintenant, une chose dont on n'a pas encore parlé et qui est vraiment très 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 caractéristique de cette faction, même peut-être la chose la plus caractéristique avec le fait qu'il soit 100% biologique et d'une galaxie, c'est l'ombre dans le warp. En fait, l'ombre dans le warp. Donc, est-ce que tu peux nous en présenter un petit peu les aspects? Oui. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui est inhérent à une invasion tyrannide. Quand les flottes ruches avancent, elles déploient finalement une espèce de brouillage, que ce soit des communications. On peut imaginer qu'au 41e millénaire, ça passe plus par de la radio, mais probablement par autre chose. Mais en tout cas, ce truc-là est brouillé, ce qui veut dire que c'est aussi assez flippant pour les flottes, enfin pour les planètes qui sont victimes des prédations des tyrannides, parce qu'en fait, elles ne peuvent plus communiquer vers l'extérieur. En fait, ça englobe d'une sorte de chape de plomb les planètes, et en fait, elles peuvent plus appeler de renfort. En fait, ce qui est prépondérant, c'est que ça coupe en fait le contact avec le warp. Comme l'Imperium utilise des technologies qui passent par le warp, eh bien en fait, il y a impossibilité, il y a rupture entre le warp et le réel. Et l'ombre dans le warp, c'est justement ça, c'est que ça projette une ombre et on peut plus atteindre, on peut plus ni communiquer, ni utiliser de pouvoir psychique. Et ce qui est de plus en plus sous-entendu maintenant dans les codex, c'est que même votre état d'esprit, en fait, c'est une résonance du warp, en fait. Ouais. Donc vos émotions, votre combativité, c'est quelque chose qui est assujetti, en fait, votre âme, typiquement, qui est assujettie au warp d'une certaine façon. Donc forcément, avec l'ombre dans le warp, eh bien, il va y avoir on va s'embrouiller plus facilement, il va y avoir des querelles de couple, des enfants qui font des fugues, et puis des gouverneurs planétaires qui pètent un câble. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est plus la personne est sensible, en fait, donc les Eldar sont très sensibles, plus l'ombre dans le warp est impactante pour eux,
Typiquement, lorsque le boys de base, il s'en fout. Mais par contre... mais les Bizarre Boys sont touchés. Ça, voilà, non, mais bien sûr, les psycheurs qui sont quand même une échelle de conscience un peu surélevée par rapport à leur congénères, eux, par contre, c'est super désagréable parce que en fait, c'est expliqué. On imagine des griffes de bestioles tyrannides qui viennent leur griffer le cerveau, et de manière très psychique, mais du coup ça détracte leur psychisme, et ça engendre voilà, je me souviens d'une de tes vidéos, je crois que c'était non, c'était pas pour le supplément, la dévastation de Bâle, là, le psycho des tyrannides, où tu lisais une sorte de bataille, je crois, qui était en prison et qui était complètement désespéré. J'ai qu'une hâte, c'est que mes qui m'achève, ouais. M'achève, et en fait, je trouvais que c'était vraiment typiquement la personne qui sent l'ombre dans le noir, qui n'en peut plus et qui a envie qu'on s'en libère, et quitte à mourir, c'est pas grave, mais voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ça engendrait vachement en fait, ça montrait vraiment le côté hyper néfaste non seulement de la perspective de se faire bouffer, mais en plus avant, il y a ce côté un petit peu psychologique qui affecte le psyché des personnes, quoi. Et les Eldar, évidemment, qui sont... Ah oui, les Eldar. Bon, alors le truc, c'est que je pense qu'ils vont trop loin, parce que si tu lis même, typiquement les Eldar, à partir du moment où il y a l'ombre dans le warp qui arrive, les mecs ils se roulent par terre de douleur. Ouais. Donc de là à réussir à se battre, je pense que ça va être compliqué. C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu le truc, j'ai fait... Je pense qu'ils vont trop loin. En fait, juste un -1 au psy, parce que c'est l'effet dans le jeu de l'ombre dans le noir. Je fais, si c'était aussi fort sur les Eldar, ils devraient pas lancer de magie du tout, en fait. Ah oui, mais ils devraient même pas bouger, hein, parce que là, ils sont même incapables de parler. Donc, incapables de parler, c'est dire si ça va loin, quand même. C'est ça, ouais. Bon. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'interaction entre l'ombre dans le warp et le warp lui-même. Parce que les démons, en fait, et il y a même un exemple où ils nous disent qu'une faille warp, en fait, se referme à l'approche, en fait, de l'ombre dans le warp. Donc c'est vraiment quelque chose qui éteint, en fait, le côté warp. Et c'est un parallèle qui est assez intéressant avec le Nexus Paria chez les Nécrons, où les Nécrons ont exactement la même chose, mais technologique. C'est évidemment les piliers qu'il y avait sur Cadia, etc. Toute cette technologie qui est là pour éteindre le warp, et bien les tyrannides l'embarquent avec eux en mode... alors c'est sans doute différent, évidemment, mais on a ces deux pôles, et qui agissent de façon différente, mais qui ont les mêmes résultats, parce que autant vous êtes dans le Nexus Paria, vous perdez complètement votre morale, autant vous êtes dans le warp, et vous perdez aussi complètement votre morale. Donc on voit bien que c'est les mêmes choses, en fait, qui sont là pour lutter contre le chaos. Alors après aussi, dans les interactions, il y a, si une flotte ruche, en fait, va dans le warp, elle ne peut pas muter, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les dieux, du coup, n'ont pas d'emprise sur les tyrannides. Donc voilà, on peut pas, malgré tous les massacres Khorne ne récupère aucun crâne tyrannide, ni des ennemis, rien du tout, en fait. On dit, les tyrannides viennent d'une autre galaxie. Maintenant, il y a une question qui est légitime de se poser, c'est pourquoi ils viennent dans cette galaxie-là, et qu'est-ce qui s'est passé dans cette galaxie? Est-elle la première? Est-ce qu'ils sont originaires de cette galaxie-là? Enfin, de la galaxie, on va dire, je sais pas, Beta Gamma 25, voilà. Ou alors, est-ce que c'en est une parmi d'autres? Voilà. Est-ce que toi, tu as une théorie là-dessus ou pas? Oui, moi j'ai ma théorie de fan tyrannide, c'est de me dire que notre galaxie, ce n'est ni plus ni moins qu'une... La énième parmi nous. C'est N+1, quoi. Voilà, c'est un énième buffet à manger. En plus, c'est bien, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a du champignon. C'est très cool, cette galaxie. Le poisson étant les taux et les champignons étant les orques. Donc voilà, non, mais pour moi, c'est ça. C'est clairement des super prédateurs galactiques. Voilà, et qui auraient bouffé des planètes, des planètes, des galaxies complètes finalement, et qui, entre guillemets, pas à la sollicitation, parce qu'on les invite pas, mais à la détection d'un signe de vie ailleurs, se mettent en direction de cet endroit-là pour aller le bouffer. Voilà, moi je vois ça comme ça. Maintenant, effectivement... Alors moi je suis aussi grand joueur tyrannide, malgré tout il y a quand même des théories qui sont assez intéressantes et qui projettent le fait que peut-être qu'en fait les tyrannides, s'ils viennent dans une galaxie, c'est pas parce qu'ils sont tout bouffés dans leur galaxie N-1, mais c'est plutôt aussi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et parce qu'ils se sont fait chasser par quelque chose qui est encore plus difficile de lutter contre, en fait. Donc, peut-être qu'en fait, ce sont juste des sortes de canaux à la mer, tu vois, des sortes de bouées de sauvetage tyrannides qui arrivent dans la galaxie et qui vont essayer de se refaire un petit peu parce qu'ils ont été plumés dans la galaxie d'avant. Ouais, moi ça j'aime pas trop, j'avoue que j'aime pas trop, parce qu'en plus j'imagine une espèce j'imagine pas des super...
on peut imaginer une autre race de super prédateurs qui aurait... Ou alors une intelligence artificielle. Voilà. Mais moi, j'avoue que je suis moins... Enfin, ça me plaît moins. Après, c'est pas que je suis un scénario qui t'enchante moins. Qui m'enchante moins. Mais si c'est le cas, il y a matière à s'inquiéter de ce quelque chose. Parce qu'effectivement, les tyrannides sont quand même une menace hyper violente. Donc s'il fuit un truc, il y a quand même matière à s'inquiéter de ce truc-là. Moi j'aime beaucoup ce côté projection comme ça. Et après, si je vais un petit peu plus loin, justement là on va revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur le côté évolution et assimilation. Moi, ma théorie, elle va dans le sens que si jamais on était dans la théorie aimée, donc super prédateur, pan-galactique, N+8, quoi, c'est assez incohérent qu'il ne soit pas extrêmement adapté à toutes les menaces qu'ils peuvent rencontrer dans notre galaxie. Tu vois ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils arrivent, ils vont explorer un petit peu le monde, réagir en fonction de ce monde-là et s'adapter. Moi, ma théorie, c'est de dire, si effectivement c'est la galaxie N24000, forcément, ils ont rencontré toutes les possibilités statistiques qu'il pouvait y avoir sur que ce soit des taux, des orques, des Eldar, du super psychique, du super costaud, du super technologique. Ça, ils l'ont déjà rencontré dans toutes les autres galaxies. Donc, ils sont préparés et quand ils arrivent, ils ont déjà un bagage couteau suisse qui les rend, mais complètement imperméable à tout ce qu'une autre galaxie peut leur proposer, en fait. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Si tu as déjà affronté 228 codex, il y a peu de chances qu'un codex qui vienne de la même du même univers, en fait, te pose problème. Alors que là, on voit qu'il y a d'adaptation. Donc, adaptation, ça veut dire résoudre un problème. Voilà. C'est vrai. Après, est-ce qu'ils sont pas plutôt dans une espèce de logique d'éducation, c'est-à-dire de se confronter à l'échec, entre guillemets, pour mieux y réagir. Enfin, on a tendance à dire dans Warhammer qu'on apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Donc est-ce que c'est pas juste une stratégie d'arriver en bourrin en disant, est-ce que si on joue bourrin et qu'on fait juste des gaunts et qu'en fait ça passe, est-ce que c'est pas juste, pourquoi s'embêter, entre guillemets, à faire des zoanthropes si on peut prendre des gaunts et que ça marche? Et ok, là effectivement c'est un peu... Alors peut-être que le super prédateur s'ennuie un petit peu et a envie d'un petit peu de challenge, parce que comme il roule sur tout le monde, on connaît. Il y a des, moi, j'ai une époque, je sais ce que je vais faire en termes de joueurs. Je jouais, je gagnais pas mal, et je me suis dit, oh non, je m'embête un peu. Donc j'étais parti sur une armée vraiment extrêmement difficile, pas d'anti-tank, etc. Où je me disais, bon là, si je gagne avec ça, c'est quand même, tu vois, que j'ai du level, quoi. Et peut-être que les tyranides, ils fonctionnent comme ça aussi. Bon, ils ont tellement gagné de galaxies qu'ils se disent, oh, allez, on repart à zéro et on voit si on peut mieux faire en plus vite. Peut-être qu'ils se donnent des défis aussi. Ils se donnent des défis, ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas. Après, il y a l'aspect aussi. C'est vrai que c'est pas dit dans le codex, mais c'est connu que par exemple les zoanthropes seraient une évolution du fait de la rencontre des tyrannides avec les Eldar, que les biovores seraient une adaptation du guerrier tyrannide avec un gène orc, que les tyrans de garde seraient des guerriers avec un gène de Space Marine, et donc du coup ça corroborerait en fait le fait que la flotte russe est adaptée réellement avec ce qui arrive. Ils en parlent plus. Ils en parlaient il y a 2-3 codex, mais maintenant ce côté, c'est comme avec les Nécrons. Il y avait ça aussi avec les Nécrons, avec les parias qui étaient des humains, etc. Oui, effectivement. Là, tout ce côté-là, maintenant, ils ont assez cloisonné en fait. Après, on peut quand même imaginer que au contact, les tyrannides, s'ils sont effectivement sur la galaxie depuis 5 millénaires, on peut imaginer qu'à force d'avoir récupéré la biomasse de la galaxie qui nous intéresse, bah forcément ils utilisent cette biomasse pour en fait refaire ce qu'il y a sur place finalement. Enfin, utiliser l'ingrédient qu'il y a sur place pour améliorer. C'est pour ça qu'on retrouve. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, là on n'aura pas la réponse. Voilà, je pense que c'est plus de la malgré et de l'imagination. Ouais, et ben malgré tout, moi ça me permet de vous lancer justement un petit sondage. Il y aura 2 sondages, et le premier sondage, ça va être là-dessus. C'est quelle est votre théorie à vous? Est-ce que vous pensez que ce sont les perdants de la galaxie N-1, ou est-ce que vous pensez que ce sont les gagnants de la galaxie N-1? Voilà, puis n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça nous permettra de discuter pas mal. Il y a une première solution. Alors je t'ai coupé avant, donc du coup maintenant tu peux y aller. Avant, donc je peux y aller. Mais pour moi, il y a 3 solutions. La première, c'est en gros l'humanité finit par triompher du chaos et les tyrannides et finit par une sorte, soit une annihilation et les orques de tous les Xénos, voilà, et une société un peu type
type Star Wars, avec on imagine des sortes de xénos de maison ou des abhumains, enfin voilà, ce genre de choses, une humanité rayonnante. Moi ça j'aime pas. Voilà. Soit on peut imaginer le chaos qui a finalement triomphé, entre guillemets, en ayant détruit tout, et finalement on vit dans un énorme œil de la terreur. Ou alors les tyrannides ont fini par tout bouffer, parce qu'en fait le chaos, faut bien comprendre que même si les tyrannides ne peuvent pas détruire les dieux du chaos, s'il n'y a plus personne pour honorer les dieux du chaos, ils vont devenir des dieux mineurs jusqu'à ne plus rien être du tout. Alors là, si je peux juste interrompre, ça fait penser à un truc dont je voulais parler depuis des années, et j'ai toujours oublié d'en parler, mais là du coup je vais pas oublier. C'est que moi ça m'a toujours choqué que en fait, le fait que les tyrannides qui viennent d'une autre galaxie aient pas connaissance des dieux du chaos avant d'arriver dans notre galaxie, ça veut dire que les dieux de la galaxie sont restreints, enfin que les dieux du chaos sont restreints à notre galaxie, et que le chaos c'est typique de notre galaxie. Tu vois, et ça c'est quelque chose qui a jamais été trop mis en avant, forcément, mais ça m'a toujours marqué, et je me suis dit ça c'est une preuve en fait. Tu vois que les tyrannides, justement avec Chronos en plus là, qui développent une flotte russe spécialement pour lutter contre le chaos, ça veut dire que le chaos est pas une menace qu'ils ont déjà rencontrée, sinon ils sauraient déjà comment le gérer. A priori non, effectivement. Donc de fait, on peut en déduire que les dieux du chaos sont typiquement de notre galaxie, donc quelque chose de très local au final dans l'univers. C'est ça. Voilà, bon, en tout cas je vois ces trois issues majeures. Après on peut imaginer que les Nécrons finissent par tout gagner et reconquérir leur empire. On peut imaginer la même chose pour les Nécrons, c'est tier 2 quand même, hein. Ouais, non mais voilà, je trouve que pour moi il y a deux antagonistes majeurs dans le jeu. Pour moi c'est les tyrannides et le chaos. Et je le dis pas parce que c'est mon armée et que voilà, c'est juste que je le vois comme ça. Les orques finalement c'est les loupards. Les orques, ça paraît compliqué parce que le problème c'est qu'ils vont se battre entre eux et voilà, ils ont pas envie en fait de conquérir tout le monde. En fait c'est ça même le truc. Je pense que les orques, ils seraient du style à... ils arriveraient devant l'empereur et puis ils feraient non mais vas-y refais-toi, refais ton armée puis on revient dans 10 ans ou dans 1000 ans pour voir si t'as appris de tes erreurs et puis on se fait une bonne baston parce que te dégommer là assis dans ton fauteuil comme ça, là aucun intérêt. Pas drôle en fait. Non, pas drôle. Donc voilà, ouais. Moi j'imagine ces trois possibilités là. Après, évidemment, il y en a d'autres. C'est un univers fantastique, enfin futuriste, imaginaire, donc on peut tout imaginer. Les Voltanes. Ouais. Alors bon, ça, moi, j'étais déjà, je l'ai beaucoup dit en plus, mais j'étais vraiment très surprise qu'ils ressortent une armée comme ça, parce que pour moi, il y avait déjà les Caradrons d'Age of Sigmar qui faisaient un peu squat. Je trouvais que ça faisait vraiment concurrence de refaire une armée. Après, il se trouve que la figurine qu'on a vue s'éloigne quand même pas mal des squats, enfin des Caradons. C'est vrai que c'est une armée qui m'attire absolument pas. Donc bon, moi je suis. Alors vous le notez, hein, et j'espère que vous ressortirez ce passage-là dans 10 ans quand elle sera top joueuse Voltane. Je pense que vous pourrez. Donc voilà. Non, mais c'est une armée qui m'attire pas, voilà. Mais voilà, moi je vois vraiment ces trois solutions, ces trois finalités en fait de l'univers de 40K. Après, j'ai envie de dire, si oui, les dieux du chaos, s'ils finissent par être tellement forts et que les tyrannides se cassent les dents dessus, ils vont faire quoi les tyrannides? Est-ce qu'ils vont abandonner la galaxie, aller sur une autre avant d'être complètement détruits? Est-ce qu'ils vont continuer à essayer absolument de tout bouffer? Je pense pas. Donc voilà, moi je pense qu'on peut voir ces trois solutions finalement. C'est vrai que moi aussi, enfin, je pense que tout le monde, on s'est plus ou moins posé la question, si on aime un petit peu le fleuve, de comment ça pourrait se terminer. Toujours comme un film, quand vous regardez une série, vous avez envie de se dire, tiens, on peut se projeter, comment ça se termine. Je me suis toujours dit, les tyrannides, c'est quand même une menace qui est globalement presque inarrêtable. Sauf alliance globale de différentes factions. Je pense que l'humanité n'a pas la capacité d'arrêter les tyrannides seuls. Les Eldar, on n'en parle même pas parce qu'ils essaient juste de survivre, donc on parle même pas de ça. Les Nécrons, pourquoi pas? Les Nécrons, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais je pense que les Nécrons, c'est plutôt une faction tier 2 au niveau fluff, et même s'ils ont régné sur la galaxie, je pense que c'est un peu comme les Eldar. Là, je suis en train de lire justement, je sais plus comment il s'appelle ce livre, bon, le dernier livre qui est sorti en français sur les Nécrons, et on voit bien qu'en fait, les Nécrons, même s'ils sont censément immortels, leur programme en fait se dégrade, et au fur et à mesure du temps, en fait, ils se dégradent malgré tout. Et comme ils ne peuvent pas se régénérer, entre guillemets, c'est pas comme un humain, bon évidemment tu vieillis, tu te dégrades, tu as des enfants, ces enfants vont devenir meilleurs, apprendre des erreurs, etc. Il y a une évolution. Les Nécrons, ils sont arrivés au sommet, et puis ils sont en train de glisser
tout comme les Eldar. Donc du coup, on peut mettre de côté ces deux factions-là. Les orques, comme je disais tout à l'heure, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la baston, donc ils vont faire en sorte de ne pas éradiquer des factions pour justement ils puissent se battre, au contraire. Les taux, je pense que ne pas avoir de compétences psychiques, ça peut avoir un réel problème, ne serait-ce que pour voyager à travers le warp. Alors après, il y a toujours des passerelles, on l'a vu avec l'anneau, je sais pas comment il s'appelle là, mais bon, peu importe, c'est très ponctuel sur une galaxie, je pense pas que les taux puissent l'emporter. Puis le côté bien suprême, je pense qu'on est trop... Enfin voilà, le côté politique ça marchera pas. Du coup après en effet on va se retrouver sur l'Imperium, les Tyrannides et le chaos. Et ce que je voyais, je me disais qu'à un moment donné, peut-être, c'est une projection, c'est que les Tyrannides deviennent tellement forts que forcément les dieux du chaos comprennent que si les humains ils sont complètement dégommés, il n'y aura plus personne pour prier, ni personne à convertir. Donc du coup il y a une sorte d'alliance tacite justement dont on parlait tout à l'heure, entre le chaos et l'Imperium. Donc désolé, il y a une petite coupure. Alors justement quand je parle, bizarrement, quand je parle des dieux du chaos qui s'allient avec l'Imperium, là il y a une coupure du Warpnet. Comme par hasard. Ça m'a permis aussi de changer le fond d'écran parce que j'avais prévu en fait plein d'écrans, mais en fait comme je me suis pris dans la vidéo et à discuter du fluff, je suis désolé mais j'ai oublié de changer, donc vous n'aurez pas une grande variété visuelle. Et donc je disais, la théorie, donc les Tyrannides mangent beaucoup trop pour que l'Imperium puisse s'en sortir, le chaos se rend compte que l'Imperium va perdre et donc du coup de fait eux n'auront plus personne pour pour générer de la puissance warp, donc de fait s'allient à contre-cœur, mais avec l'Imperium pour éradiquer les Tyrannides, et après on termine avec un gros chaos, ce qui reste du chaos contre ce qui reste de l'Imperium, et puis peut-être que là justement les Nécrons peuvent arriver, etc. Voilà, on peut imaginer une chose comme ça. Après, ça c'est ce que j'imagine plus ou moins. Dans les faits, après, si on s'appuie juste sur la force et les descriptions, je pense tout simplement que c'est les Tyrannides qui gagnent en fait. Si simplement on lit ce qui est décrit, parce que typiquement, on le voit avec Octarius, ils se renforcent, ils sont pas que à Octarius, dès que l'humanité est avec eux, on l'a vu à Macrage, il reste que des Terminators, ça se joue à un Terminator près, quand tu lis le fluff de la bataille des pôles à Macrage, tout le monde est mort, donc ça veut dire que le dernier bolt du fulgurant du dernier Terminator a tué le dernier Tyrannide de la planète, donc ça s'est joué à un Gaunt, voilà. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, un Vorace et ça repart. Bon voilà, on peut raisonnablement imaginer que la PAM n'ait pas autant de chance à chaque fois et que les Tyrannides ne faisant que se renforcer, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu perds mais tu te renforces, donc tu arrives à 10, tu finis à 200, 3000, 4 milliards, et forcément l'Imperium et toutes les espèces biologiques étant en train de se faire ronger au fur et à mesure. On voit l'Imperium il fait que perdre des planètes, même avec la flotte Indomitus. Même là on l'a vu comme Baal est sauvé, mais la flotte est pas détruite en fait, la flotte est renvoyée dans le warp et réapparaît autre part. Donc c'est même pas une défaite en fait, c'est juste qu'ils se sont téléportés autre part, alors que Baal est quasiment détruite. Le temps qu'ils reviennent à leur niveau d'avant, voilà, les flottes russes leur ont encore grossi, donc forcément ça va affaiblir le chaos aura même pas les moyens théoriquement de s'allier à l'Imperium pour lutter contre les Tyrannides, et victoire des Tyrannides, voilà. Mais ça nous va très bien. Et décret terminus, pif, on appuie sur le bouton voilà, comme ça on sait à quoi ça sert. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu voulais terminer quelque chose, une petite... Non, je pense qu'on a fait le tour. On va vous présenter un petit peu l'état des Tyrannides en V9. À la limite, est-ce qu'on peut supposer, est-ce que les Tyrannides seront les grands méchants de la V10 ? Peut-être, ouais. Moi j'attends avec impatience justement une boîte alors autre que Macrage, parce que Macrage on avait pas beaucoup de figurines, mais où justement on passerait à autre chose que le chaos, parce que j'avoue c'est vrai que le chaos on en soupe depuis longtemps. Ça serait sympathique qu'il y ait ce côté un petit peu, on change un petit peu de spectre en fait, parce que forcément le chaos c'est une corde qui est assez usée maintenant. Si on pouvait passer sur la grande menace, là on l'a vu avec la V9 et les Nécrons sont revenus vraiment comme une menace majeure, et on peut imaginer que c'est une menace majeure malgré ce que je disais tout à l'heure. Le fait que de faire passer les Tyrannides sur un plan aussi important que les Nécrons, ce qu'ils méritent, de par leur historique, moi ce serait bien sûr avec grand plaisir. Puis on aurait surtout plein de nouvelles figurines, donc... surtout que, en fait, on se rend compte, il me semble que dans les boîtes de démarrage, il y a eu les Dark Eldar à l'époque, après il y a eu les Orques, il y a eu les Tyrannides, il y a eu les Nécrons, il y a eu la Death Guard.
Voilà, on pourrait imaginer aussi, on sait qu'il y a des légions KO qui se préparent, World Eater, Emperor Chosen, pardon. Ça pourrait faire des bibons, des très bonnes armées pour lancer une version tout en lançant une nouvelle armée. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une boîte de démarrage Tyrannide contre Space Marine. Ce qui serait encore plus rigolo, ce serait une boîte de démarrage Voltan Tyrannide. Genre justement, la bataille de fin des Voltan, tu la refais chez toi. Franchement, ce serait génial. Je pense que ce serait un super coup, mais je pense que ce ne sera jamais fait parce qu'il y aura toujours du Space Marine dans les boîtes de démarrage. Mais je pense aussi. S'il n'y avait pas ce gros Space Marine comme statue géante à Lenton qui impose sa présence, hein, il est très 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 présent. S'il n'y avait pas cette présence-là, je pense que ce serait vraiment si Games Workshop était un peu moins esclave de son fluff en fait et de son armée phare, les Space Marines, je pense que faire Voltan Tyrannide ce serait super. En mode, on vous décrit ce qui s'est passé avec du fluff sur pourquoi les squats ont vaguement perdu en fait l'histoire, etc. Ouais. Et puis comme ça, du coup, t'as plein de nouvelles figurines, comme pour l'armée Necron qui est refaite. Hein. Donc moi, ce serait plaisant. Donc bah voilà, j'espère que ce nouveau format aussi de vidéo vous a plu. Moi, j'essaie comme ça de tester un petit peu des choses. C'est vrai que vous avez bien accroché sur tous les trucs fluff que je fais à chaque fois que je change un petit peu, mais en général, ça a toujours de bons retours. Donc voilà, dites-moi aussi si cet échange qu'on peut faire, où on est moins en train de regarder le codex, c'est un petit peu moins dirigiste. Là, on va plus sur peut-être les aspects qui nous intéressent, sans se borner vraiment au codex. Si ça vous plaît ou pas, voilà, mettez bien sûr des commentaires. Pensez à liker, à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, il y a le Tipeee, on fait toujours les mêmes rengaines. Et bah, écoute, merci à toi. Merci à toi. Merci, bon visionnage à tout le monde et à bientôt. Allez, à bientôt à tous. Salut à tous. Bye bye.